Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Je suis Elisa et sur ce podcast, je t'aide à progresser en français grâce à des conversations, des interviews et des sujets passionnants. Une petite chose avant de commencer. La conversation que tu vas entendre est en français à vitesse réelle et non simplifiée. Il n'y a pas d'explication pour les élèves. C'est normal. L'objectif ici, c'est que tu t'habitues au français authentique, comme il est vraiment parlé dans la vie. Alors, pour t'aider, je t'ai préparé un PDF gratuit avec la transcription complète, le vocabulaire important et les recommandations que mon invité d'aujourd'hui, Haroun, te partage pour progresser en français. Clique sur le lien dans la description pour le télécharger, tu peux entrer ton email et tu le recevras directement dans ta boîte mail. Et si tu veux aller encore plus loin pour progresser en français, tu peux retrouver tous mes cours en ligne sur mon site internet frenchmornings.com. Ils sont adaptés à ton niveau et conçus pour t'aider à parler français avec confiance. Dans l'épisode du podcast d'aujourd'hui, j'ai reçu le vigneron Haroun Raine. Il a un parcours de vie incroyable. Il a quitté son pays d'origine, l'Afghanistan, à 16 ans et aujourd'hui, il produit son propre vin dans son domaine en Alsace. Dans la conversation que tu vas écouter, il m'a parlé de son parcours, de sa passion pour le vin et la culture du raisin, mais aussi de son apprentissage du français qu'il parle extrêmement bien. Et je te souhaite une bonne écoute. Salut Haroun, comment ça va ? Formidable. Formidable. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à participer à cet épisode. Je suis vraiment super contente que ça puisse se faire parce que moi, pour tout te dire, j'ai vu un reportage sur toi et je trouvais que tu avais un parcours de vie incroyable. Et donc, je suis trop contente qu'on puisse en parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Merci de m'inviter. Pour les gens qui savent pas quitter, juste te présenter. Parce que quand je dis un parcours comme si tout le monde savait déjà, mais... Alors, je vais commencer dès le début. Ouais. Il y a 9 ans, au mois de mars en 2016, je suis arrivé à Paris en tant que réfugié. Réfugié simple, pas politique. J'ai commencé dans le monde de l'hôtellerie-restauration. J'ai fait un CAP hôtellerie-restauration à Paris pendant 2 ans. C'est là que je suis tombé dans le piège du vin. J'ai pas mal travaillé dans des restaurants en tant que sommelier et aussi en tant que chef de rang. Et je voulais toujours me rapprocher de la nature et surtout faire rêver les gens et faire voyager les gens sur place. Du coup, j'ai choisi le métier de vigneron. Et j'ai choisi de descendre dans le sud de la France pour apprendre le métier. En apprentissage, j'ai fait 2 ans de bac pro là-bas et ensuite 2 ans de BTS ensuite en Alsace. En apprentissage toujours chez Laurent Banwart, mon maître d'apprentissage. Et c'est là qu'en 2023, j'ai fini en 2022 d'ailleurs le BTS et en 2023 j'ai lancé mon domaine. Et avant de commencer, il y a une phrase que je me suis inspiré d'un humoriste. J'ai compris qu'en fait en France, le vin c'est sacré. Oui, c'est le pays du vin, ouais, vraiment. Et le racisme aussi. Du coup, j'ai créé un domaine et ça marche très très bien. Ah bah, félicitations. Et comment ça s'est passé exactement ? Est-ce que tu peux en parler Donc ton pays d'origine, c'est l'Afghanistan. Oui. Et comment est-ce que tu es arrivé en France ? Et est-ce que c'était parce que tu imaginais déjà travailler dans le vin et que tu avais choisi le pays en fonction de ça ou... Non, pas du tout. Ma vie était menacée en Afghanistan. Et j'ai survécu à plusieurs explosions et aussi j'ai failli me faire enlever aussi parce que j'avais un état d'esprit vachement à l'européen. Oui. Et je n'étais pas quelqu'un comme un Afghan qui allait toujours à la mosquée, qui s'habillait comme les autres. Et non plus, enfin, je ne buvais pas d'alcool parce que j'étais adolescent. À l'âge de 18 ans presque, j'ai goûté mon premier vin. Et c'était en Afghanistan. En cachette, une dégustation clandestine. Et c'était servi avec une louche dans un seau en plastique, dans un tasse à thé. Du coup, j'ai eu ma première tasse à vin. Ouais. C'était là-bas. Et du coup, verre inoubliable. J'ai eu un... En fait, seule chose que je me suis dit dans ma tête, c'est que comment c'est possible d'avoir autant d'arômes avec un seul cépage ? Et c'est la seule question que je me suis posée. Mais en venant en France, je ne savais pas que j'allais faire ça.
Non, Non, c'était pas du tout. pas... J'avais complètement oublié cette soirée, je suis passé à autre chose. Et c'était pas mon rêve aussi de travailler dans un monde où on produit de l'alcool, parce qu'il faut savoir que dans notre pays, l'alcool est interdit. Mhm. Et du coup, c'est peine de mort quand même. Mais en revenant en France, quand j'ai vu la noblesse et aussi ce côté un peu prestigieux du vin, euh, il faut savoir qu'en fait, je suis tombé amoureux des vignes d'abord, pas du vin. Et parce que pour la première fois, quand j'ai lu une petite phrase sur un cépage, et quand je regardais la taille de la vigne, pour moi, c'était grandiose. J'ai fermé l'ordinateur et tout de suite, je me suis dit que je devais devenir vigneron, en fait. Donc c'était plus pour le raisin, pour Ouais, la culture la de la culture, vigne la que la nature. fabrication du Voilà. vin en Ouais. lui-même. Parce que voilà, j'avais besoin d'être dans la nature, et puis aussi de voir, quand j'ai vu comment en France on traitait mal les vignes, la nature et tous ces mondialisations, et en même temps ce côté monoculture, Mhm. et ce côté qu'on s'en fout en fait, on empoisonne le client ou le sol. Personne ne pense à ça aussi. Du coup, c'était aussi une idée de donner un coup de fouet, et puis dire qu'en fait, il y a d'autres choses à faire aussi, d'autres manières à faire du vin. Mhm. Et je suis heureux d'être en Alsace, parce que il y a des vignerons incroyables par qui je me suis inspiré, qui font un travail remarquable, mais dans toute la France d'ailleurs aussi, hein, et en Europe. Et du coup, voilà, je me suis rapproché de ce mouvement-là. Et c'est la biodynamie. Je fais des vins nature, et du coup, c'était l'idée vraiment de respecter le sol, le vivant, Mhm. parce on en parle très peu de ça. C'est grâce à eux qu'on est là, parce que c'est ça que ça nous nourrit, les micro-organismes, les insectes et tout ça, la gestion de l'herbe. Du coup, voilà, c'était l'idée aussi de faire un travail à l'ancienne, de revenir Mhm. un peu que ce côté de l'époque. Est-ce que tu peux expliquer plus en détail ce que c'est le vin nature? Parce que moi, j'en ai beaucoup entendu parler, Mhm. sans savoir exactement ce que c'était la Le différence vin avec les vins nature, c'est très classiques. simple, c'est cueille des raisins et rien d'autre. Ouais. Voilà. Déjà, Et ça, ça, c'est pas normal que dans les autres vins, il y ait autre chose ouais, parce que qu'on du met des raisin. sulfites, on met de l'acide, Mhm. on chaptalise, on filtre. Pour moi, en fait, je me permets de dire ça, pour moi, c'est comme une personne qui se fait refait de son visage chez le médecin, parce qu'il veut gonfler ses lèvres. Les vins conventionnels, c'est comme ça pour moi. Alors que les vins nature, c'est quelqu'un de nature, pur. Et Qui c'est a ça pas qui... besoin d'additifs. Non, pas besoin. C'est le cœur qui ça suffit. À quoi ça ressemble une journée de vigneron? Alors, ça c'est... Même moi, je sais pas, hein. C'est très aléatoire. C'est un putain de métier en fait, ça te permet de faire plusieurs choses en même temps. Et tu bouges énormément aussi. Et du coup, les périodes, les saisons, ça Oui, change en tout. plus, c'est sur l'année, c'est Sur pas du tout la l'année, même c'est pas du chose tout la même chose. Il y a des selon les mois saisons. que vraiment, t'as rien à faire dans les vignes. Il y a des mois que t'as beaucoup de choses à faire dans la cave. Donc c'est très aléatoire. Mais voilà, vu qu'on est le 11 avril, donc je préfère rester dans le moment récent, dans la saison là. Mhm. Là, la journée, c'est que le matin, je me lève, je fais mes trucs, et ensuite aller dans les vignes. Je descends des bois, des bois que j'ai taillés, et du coup, je le descends, et ensuite, il y a la baguette qui y reste. C'est très difficile à expliquer aux gens, mais voilà, il faut qu'ils regardent une vidéo pour qu'ils comprennent. Mais voilà, les baguettes, il faut que je l'attache sur le fil de fer, parce que c'est ça qui va donner des raisins Mhm. d'ici 2-3 mois. En faisant tout ça, et en fait, ça passe tellement vite qu'en une semaine, je vais passer à autre chose. Et du coup, toutes les semaines, ça change presque. Et il y a des mois que je fais toujours la même chose, il y a des mois que je fais une fois des choses. Et voilà, je fais toute la journée comme ça, et le soir, je rentre, je Et fais aussi. tu gères un domaine qui est grand comment? J'ai fondé mon propre domaine en 2023, et aujourd'hui, je m'en occupe de 2,5 hectares de vignes. Je travaille tout seul, je fais tout à la main. Complètement tout seul, Tout seul, toute ouais, l'année? toute l'année. Pour les vendanges? Pour les Ah, vendanges, j'ai du monde, parce que ça, c'était l'idée aussi, de faire un jour tout seul, tout. Mais là, j'arriverai pas. Et comme je suis très égoïste, je fais tout seul, parce que le vin, pour moi, c'est très personnel. Et dans les vignes, il y a des techniques que j'ai mis en place, et je vais passer
des mois à expliquer. Mais beaucoup de gens ils me disent t'es un fou, on ne comprend pas ce que tu fais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens ne comprennent pas, mais par contre, ils peuvent fermer leur gueule d'ici 2-3 ans, tu vois. Et voilà, j'ai mes méthodes à moi. C'est aussi parce que je me suis inspiré de d'autres pays, d'autres vignerons. C'est pas, j'ai rien inventé. J'ai du mal à suivre à une règle qui a été imposée par l'appellation, par les gens qui font depuis des mois. Tout le monde fait la même chose. Et ça, j'ai du mal à suivre. Et du coup, voilà, je fais tout l'inverse parce que voilà, j'arrive pas à faire de la même chose que les autres. Et ça sent vachement dans le vin aussi. Ouais, c'est super intéressant que tu puisses mettre autant de ta personnalité dans ton vin. C'est ça que j'ai senti dans ces putains de vins nature parce que ce côté vraiment, quand on fait un vin nature, c'est qu'en fait c'est pur avec des raisins. Et il y a la mémoire de le travail de l'homme, il y a la main, il y a l'âme. Et du coup, tout ça passe dans la bouteille. Et quand on boit une bouteille comme ça, pas une bouteille, un verre déjà pour commencer. Et je veux dire, ça nous fait beaucoup de choses à l'intérieur. Et c'est la meilleure manière de fermer sa bouche et juste sentir ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on a l'habitude d'étaler sa science, parler trop. Et voilà, moi, ce que j'aime bien dans le vin nature, c'est de fermer ma bouche et juste d'être au moment même. Et dans la cave, par exemple, je travaille tout seul. J'ai du mal à... Même pour l'étiquetage, je fais tout à la main parce que je ne veux pas faire à la machine. Et tu fais combien de bouteilles par... 4000. 4000 bouteilles par an ? Par an. Et là, je vais passer à 6000 bouteilles par an. Toutes les manipulations, parfois, je demande de l'aide une fois parce que pendant les vendanges, que j'ai vraiment... Parce que en fait, je dors pas pendant les vendanges. Je dors que 3 heures, 4 heures par nuit. Mais par contre, voilà, je veux que je sois tout seul presque tout le temps dans ma cave. J'ai mes méthodes. C'est pas parce que je vais tricher ou quoi. Mais c'est juste que voilà, j'ai besoin d'être dans le monde que j'ai créé moi-même, avec mes musiques. Entièrement responsable de toute la création. Au moins, voilà, si le vin, c'est pas bon, au moins je peux me prendre à moi et pas à quelqu'un d'autre. L'idée, c'est aussi dans le futur de transmettre la passion aux jeunes, femmes et hommes, qui aimeraient suivre cette voie qui n'est pas facile, mais qui nous permet de transmettre les étoiles qu'on a dans les yeux, aux yeux de nos clients. Et aider ces jeunes-là, mais voilà, petit à petit. Mais c'est ce que j'allais te demander, justement, comment est-ce qu'on en vient à ouvrir son propre domaine ? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de... En tout cas, en France, on a l'impression que c'est une tradition assez familiale, qu'il y a des familles qui ont des domaines et que ça se passe de génération en génération. Comment t'as fait, toi, pour te dire, ok, bah moi, je vais ouvrir mon domaine ? Alors, c'est très simple. Il suffit de ne pas écouter ses parents, ni sa famille, ni ses amis, ni avoir des conseils, juste écouter son cœur. Et moi, c'est ça qui m'a aidé. Et c'était ça qui était très important pour moi aussi, de suivre ma voie. Depuis 2022 que j'ai commencé à chercher, avant de finir mes études, parce que je savais que j'allais mettre beaucoup de temps. Et je peux vous dire que j'en ai souffert, auprès de familles alsaciennes. C'était très dur d'avoir un domaine parce que c'est tout familial, comme tu as dit. Et de transmettre ça à quelqu'un, un étranger, avec la peau métissée. Donc, ça se passe pas toujours comme ça en Alsace. Mais voilà, je savais ce que je voulais et je remercie suffisamment la région Grand Est qui a suivi mon projet, la banque surtout, sans lui et sans eux, je ne serais pas là. Et les vignes, je peux vous dire que j'en ai galéré énormément pour avoir des vignes, même 10 arts, c'était impossible. Et après voilà, je pense que je devais faire mes preuves, et quand j'ai fait mes preuves, et aujourd'hui je reçois tous les mois des appels pour reprendre des vignes, pour reprendre les domaines. Maintenant, c'est trop tard. Parce que j'ai trouvé mon bonheur. Mais voilà, c'était compliqué. C'est juste, il faut... Quand tu racontes des choses, quand tu veux quelque chose, les gens, soit ils rigolent sur toi, soit ils disent arrête, Aaron, t'es trop ambitieux. Mais c'est ça que j'aime bien. Quand quelqu'un rigole sur mes projets, parce qu'ils ne s'attendent pas que j'aille jusqu'au bout. Et du coup, voilà, l'idée est la première chose pour avoir son domaine. Il n'y a pas de miracle. C'est juste, il faut rester putain déterminé et continuer. Concentré et jamais lâcher. Jamais lâcher, voilà. Et ça paye. Et ça paye bien. Alors, ce podcast, il est aussi destiné aux gens qui veulent apprendre le français. Et c'est ce que je trouve assez fou chez toi. Et je pense que les Français, en fait, à chaque fois, ils sont super impressionnés quand quelqu'un parle très bien français avec quasiment pas d'accent. Et c'est ça que j'aimerais te poser comme question. Quand tu es arrivé ici,
est-ce que tu parlais un petit peu français ou tu as tout appris Il faut savoir que j'étais déjà de passage en France pendant 8 mois en 2012 pour faire une demande d'asile qui a été refusée. Et pendant 8 mois, j'avais pris quelques bases. Okay. Mais en retournant en Afghanistan en 2013-2014, j'ai tout oublié. Et en revenant en 2016, j'ai tout appris. La langue de Molière, j'ai tout commencé par zéro. Et comment t'as appris tout seul? Non, grâce à les livres d'œnologie et de la viticulture. Ah, c'est génial. En fait, je voulais trouver un métier qui pouvait me passionner et comme ça, je pouvais dévorer des livres sans compter l'heure. Oui. Et du coup, voilà, j'ai trouvé une bonne excuse. J'ai dévoré les livres sans le vin, mais juste d'être concentré et puis passionné de l'histoire du vin, de l'Europe, de la France, la gastronomie française, de ce que je suis tombé amoureux aussi. Mais ça, c'est un excellent conseil. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que s'il y a quelque chose qui vous passionne, essayez de le faire dans la langue que vous devez apprendre. Et c'est ce que tu as fait finalement. Je pense que je devais... le Google Traduction, il devait me payer un bon prix parce que j'ai passé toute ma vie là-dedans à faire des traductions. C'est ça qui m'a aidé énormément. Et surtout, quand tu fais ça, c'est très important d'appuyer sur le son pour entendre, pour écouter aussi comment c'est la prononciation et tout. Et la deuxième chose, c'est la meilleure chose, c'est les films. Oui. Ouais, c'est les films. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Les films, les podcasts. Et moi, en fait, j'ai dit à mes compatriotes tout le temps, c'est qu'en fait, vous avez toujours rien compris, mais de toute façon, les Afghans, ils comprennent souvent pas des choses tout de suite, et y compris moi, tu vois. C'est que, en fait, une fois qu'on arrive dans notre pays, tout de suite, on se mêle avec notre compatriote. Et ça, c'est la mauvaise chose que tu peux faire. Oui, bah oui. Et ça, c'est rassurant de retrouver des personnes avec qui on a des choses en commun, mais en même temps... Et en même temps, c'est très néfaste. Ouais. C'est très... Quand une fois le champignon s'installe, il va s'agrandir. Hein, et du coup, avec tes compatriotes, c'est pareil. Et la meilleure chose, c'est de plonger dans le milieu où tu es, avec la langue et la culture. Et c'est comme ça que tu apprends. Moi, c'est comme ça que j'ai appris parce que dès que je suis arrivé, je ne suis pas resté enfermé à la maison. Parce que je savais même si je dévore les livres, je ne vais rien apprendre. Il faut une connexion, il faut des communications pour histoire d'apprendre sur la culture parce que je voulais pas apprendre juste la langue pour parler. Je voulais apprendre la langue parce que je suis amoureux de la France aussi. Donc, c'est ça qui m'a permis de vraiment toujours creuser des détails et tout. Et du coup, voilà, ça m'a permis d'apprendre des choses que je me sens aujourd'hui riche en ayant ce genre d'informations. Est-ce que tu as trouvé que c'était facile finalement d'apprendre de cette manière ? Parce que tu étais tellement passionné, parce que tu consommais que du contenu et tu lisais des livres qui te plaisaient. Est-ce que tu penses que c'était facile, finalement, comme expérience d'apprentissage ? C'est une très bonne question, mais je préfère de dire qu'il n'y a rien de facile, il n'y a jamais de bonne manière. Chacun il a sa façon. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Et j'ai besoin de regarder. Aujourd'hui, je peux regarder, mais j'adore avoir le sous-titre toujours. Histoire de juste m'amuser. J'ai pas réussi encore à vraiment maîtriser la langue à 100%, mais je pense que même les Français, ils ne maîtrisent pas à 100%. Oui. Et honnêtement, il y a des films où parfois on n'entend pas bien ce qu'ils disent. Et du coup, c'est toujours bien de s'améliorer, mais c'est qu'en fait, j'ai besoin de voir. Et j'ai constaté que quand je suis arrivé, il faut que j'apprenne la langue de la manière que mon cerveau il accepte. Je voulais pas aller à l'école juste pour écrire et copier tout ce que... Voilà. Pour moi, c'était la meilleure manière d'apprendre aussi. Et en fait, il faut que chacun ils apprennent, qu'ils découvrent eux-mêmes, en restant loin de ses compatriotes, et s'isoler, de comprendre ce que le cœur il veut, ce que le cerveau, comment il accepte les informations, et juste il faut creuser dedans et ensuite apprendre la langue. Il n'y a pas la bonne manière. Tout le monde doit chercher sa manière. Oui, je suis assez d'accord. C'est comme tu vas chez toi, tu as ta route, moi j'ai ma route. Et du coup, jamais on va... Oui, il n'y a pas de recette miracle pour apprendre une langue. Il y a ce qui fonctionne pour toi et ce qui te plaît, quoi. Ouais. Alors, je suis curieuse parce que l'Afghanistan, je connais très, très peu de choses. Quelle langue est-ce qu'on parle en Afghanistan ? C'est Dari. C'est Dari ? Dari, juste... Dari. Pardon, ok. Dari, est-ce que tu pourrais m'apprendre juste à dire « Bonjour, je m'appelle Elisa ». Salam. Salam. Esmeman. Elisa. Ast. Voilà. Esmeman, Elisa, Ast. C'est bien. Ok, merci.
Est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose, enfin peut-être un conseil qu'on t'a donné et qui t'a permis d'apprendre le français encore plus vite? Je me rappelle en fait de mon prof qui je l'apprécie énormément jusqu'à aujourd'hui. Aaron, tu dois bosser 2 fois plus que les autres si tu veux apprendre la langue. C'est vrai? Ouais, il m'a pas dit comment, je dois faire. Il a dit, tu sais, il y a le CDI, il y a des livres, tu as tout ce qu'il faut à ta disposition. On ne viendra pas toujours derrière toi. C'est à toi maintenant de te débrouiller. Et ça, j'adorais. C'est comme les enfants, en fait. Les enfants, pour qu'ils deviennent autonomes, il faut croire sur leurs gestes, il faut le laisser tomber par terre, se relever tout seul. Et aujourd'hui, il faut faire pareil avec des jeunes qui viennent en France. C'est donner des outils, ouvrir la porte, c'est à eux de franchir. Parce qu'à chaque fois qu'on les aide, après, ils deviennent très gourmands. Et du coup, ça, c'est pas bien. Et mon prof, il m'a toujours dit, Aaron, si tu veux te sentir bien ici, si tu veux t'apprendre la langue, il faut que tu bosses 2 fois plus que les autres. Je suis arrivé, j'étais en CAP, je dis pas ça juste pour faire grand, mais c'est juste, voilà, j'étais tellement passionné de cette langue, c'est que je suis arrivé, j'étais en CAP, je comprenais rien. Au bout de 3-4 mois, c'était en novembre que j'ai appris que je vais passer un concours pour devenir meilleur chef de rang. En fait, j'avais 3-4 mois vraiment à me plonger, à travailler dur. Et c'est là qu'en fait j'ai compris, en faisant plus que les autres, ça t'aide aussi. Il ne faut pas attendre des retours. Les gens qui te disent, te font des compliments, il faut l'oublier, premièrement. Et surtout, faire en sorte que tant que tu n'arrives pas au niveau que toi tu le souhaites, il faut pas que tu arrêtes. Il faut toujours penser grand et viser grand aussi. Viser très loin. Viser loin. Et puis c'est ça que, comme ça on travaille sans relâche. Je termine toujours en demandant les 2 mêmes questions à tous les invités. Est-ce que tu as un mot ou une expression préférée en français? Il y a 2 phrases alors. Oui, tu peux avoir un top 3. Ouais, ou même plus. Non, j'ai top 2 déjà. Vivant heureux, vivant caché. Hein? Il faut jamais trop arroser, et il faut jamais parfumer trop la rose. Il faut jamais parfumer trop la rose. Ouais. Je le connaissais pas celui-là. Ah c'est bien, au moins un étranger, ça sert à quelque chose. Non, Qu'est-ce que ça veut dire c'est exactement? rester dans la simplicité. Ah, ok. Moi, quand je fais mes vinifications, je cherche pas à faire mieux que les autres. Je cherche à me faire plaisir, premièrement. Et deuxièmement, je cherche la simplicité. Et même si j'ai sur mes étiquettes du vin, en fait. Voilà. Je ne suis pas là pour dire que je sais faire des choses, que je suis un artiste, alors ce que je ne suis pas. Je suis juste un simple paysan qui doit rester à sa place, qui ne doit pas oublier d'où il vient et rester humble. Voilà. Et les choses se suffisent à elles-mêmes, finalement. Ouais, on a des anges gardiens. Ils feront le reste. Et ma dernière question, c'est est-ce que pour les auditeurs du podcast, tu as une recommandation culturelle, un livre, un film, une série C'est du mal, je suis un très mauvais lecteur. Je lis jamais un livre. C'est un livre d'œnologie, peut-être qu'ils vont voilà. pas. C'est pas leur cas, mais Histoire de la vigne, ça je trouve c'est un truc remarquable parce que ça montre aussi comment la civilisation ils se nourrissait de raisins il y a 10 000 ans, 20 000 ans avant Jésus-Christ. En vrai, je pense que c'est une très bonne recommandation. Ouais. L'histoire du vin, enfin moi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, mais en fait, c'est surtout vraiment basé sur les plantes. Un film français qui m'a beaucoup touché. Ouais, j'ai beaucoup apprécié les Rois Mages. Les Rois Mages, est-ce que c'est avec les inconnus? Ouais, j'adore. Pour moi, c'est avant ça et après ça, pour moi, il n'y a pas de meilleure comédie française. Vraiment, c'est le meilleur pour moi. Enfin, merci beaucoup, je te remercie Avec grand de plaisir. ta présence, c'était super chouette. Merci. C'est réciproque.